je parle bien, mais bon. On va démarrer cette table ronde sur les enjeux du cancer du rectum. Merci à vous d'être là. Merci à Elisio et à David d'avoir été très dynamique de l'organisation, et merci à l'équipe des deux piliers d'avoir permis d'organiser ça. L'objectif de ce soir n'était pas du tout de vous faire quelque chose de très scientifique. C'est vraiment vous présenter un peu les nouveaux enjeux du cancer du rectum, qui est une maladie grave, le cancer colorectal, avec un... Après, vous avez juste la zapette ici pour passer sur les slides. Et donc, je vous fais juste un bref rappel de quelles sont les deux contraintes pour nous dans la prise en charge du cancer du rectum. C'est à la fois le contrôle carcinologique, mais la conservation sphinctérienne. Je vous ai mis un schéma qui ne passe pas parfaitement du rectum. C'est vraiment la partie très basse située, avec le sphincter externe qui est le muscle qui permet la continence, et le sphincter interne qui est plutôt la poursuite du mésorectum. Et là, principalement, les vraies problématiques et les vrais enjeux sont pour les cancers du moyen et du bas rectum, donc pour les 10 derniers centimètres du rectum, puisque le canal anal, c'est plutôt des carcinomes épidermoïdes qui seront traités par radiothérapie, et puis le haut rectum a clairement le même pronostic que les cancers coliques. Donc en gros, initialement, on retirait tout, il n'y avait que la chirurgie. Dans les années 80, est arrivée la greffage mécanique qui a permis d'éviter les amputations abdominopérinéales et de diminuer la coupe de section. Donc, amputation abdominopérinéale, on va retirer le sphincter externe, donc le malade a une colostomie définitive, ce qui d'un point de vue sphinctérien n'est pas très satisfaisant, mais c'était le seul traitement qui était efficace. Ensuite est arrivé les traitements néoadjuvants avec la radiothérapie notamment, qui a permis le contrôle local un peu plus important. Ensuite, il y a eu la résection intersphinctérienne dans les années 2000 qui permettait de descendre encore plus bas et d'éviter les amputations abdominopérinéales. Et là est arrivé le prodige 23. Le prodige 23, c'est le mot à retenir ce soir. C'est en gros un traitement intense de chimiothérapie, le FOLFIRINOX, de la radiothérapie, suivi de la chirurgie, suivi de 3 mois de FOLFOX. Et ces malades-là, on peut les guérir on peut les rendre sans maladie carcinologique résiduelle. Et donc, du coup, là, on arrive maintenant à la période de la conservation sphinctérienne. Clairement, pour chaque dossier, il va falloir discuter à chaque étape des traitements qu'est-ce qu'on peut faire. Après ça, chaque orateur va présenter justement sur la table ronde. Je vais un peu trop vite. Donc, chaque orateur va nous présenter, mais clairement, en fait, pour chaque patient, maintenant, on va se poser la question comment avoir le meilleur contrôle carcinologique et garder la meilleure conservation sphinctérienne, qui peut passer même par plus de chirurgie pour certains, de manière assez exceptionnelle. Maintenant, les enjeux, c'est vraiment l'intensification du traitement systémique, et là, Moustapha nous en parlera tout à l'heure. Maintenant, c'est des protocoles de chimiothérapie qui changent par rapport aux anciens, et nous, une désescalade chirurgicale importante. Donc, la table ronde va se dérouler en 3 parties. D'abord, le docteur Hugo Rodkoff, qui est un endoscopiste interventionnel, et le docteur Antonio D'Alessandro, qui vont nous parler des traitements locaux. C'est intéressant parce que ce sera un regard croisé un peu entre les deux. Après ça, on aura plutôt une partie imagerie avec le docteur Laurent Combescure, qui est radiologue, et le docteur Thomas Poisson, qui est nucléariste. On se pose la question maintenant, avec l'accès beaucoup plus facile aux examens, avec beaucoup d'innovations technologiques, quelle est la place dans le rectum. Et ensuite, les protocoles thérapeutiques avec le docteur Moustapha Zoubir, qui est oncologue, le docteur Ingrid Fumakali, qui est radiothérapeute, et le docteur Karen Bertrand. On va essayer de faire il y a beaucoup d'intervenants, mais on s'est dit que c'était assez intéressant de se poser des questions et d'essayer de faire quelque chose d'assez pratico-pratique. On voulait initialement faire des cas cliniques, mais ça devient tellement complexe qu'il y aura 1000 cas cliniques à faire pour chacun. Merci pour votre présence, et du coup, on va pouvoir passer à Hugo et l'équipe d'endoscopie interventionnelle. Bonjour à tous. Merci déjà aux organisatrices de me permettre de discuter avec vous des traitements endoscopiques des cancers du rectum. Tout d'abord, quand on parle de cancer du rectum, pour nous, gastro-entérologues, le plus important, c'est le dépistage. Et pour ça, l'examen clé, bien sûr, vous le savez tous, c'est de faire la coloscopie. L'enjeu, c'est aussi de faire une coloscopie de bonne qualité pour pouvoir détecter tous les polypes, quelle que soit leur taille. Et pour ça, on a des critères de qualité qu'il faut s'imposer
il faut un examen complet, il faut prendre son temps sur la descente de la coloscopie pour qu'on soit sûr de ne pas louper de polype avec une bonne technique. Il y a des aides aussi qui sont arrivées pour nous aider à ne pas manquer des lésions qui sont pas forcément toujours utiles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus d'endoscopes qui nous permettent, avec des hautes définitions, de détecter et de bien regarder les lésions et les polypes. Et on peut faire aussi de la chromandoscopie, qu'elle soit virtuelle ou réelle, avec de l'indigocarmin, qui nous permet de mettre en évidence certaines lésions polypoïdes, notamment les polypes blancs qu'on peut manquer. Donc, c'est important au cours de cette coloscopie d'analyser toute la surface de la lésion. On peut s'aider parfois de techniques comme un capuchon qu'on met sur l'endoscope pour permettre de déplier tous les plis pour être sûr de réséquer tout le polype. L'analyse se fait donc en lumière blanche avec la coloscopie classique, et on peut s'aider de la chromandoscopie comme je vous l'ai dit. Et puis c'est très important de faire des photos de la lésion, que ce soit avant résection, afin de décider si oui ou non on peut réséquer ce polype-là, et surtout de quelle manière on peut le réséquer selon ses caractéristiques. Donc pour la résection endoscopique, nous on va s'attaquer finalement aux tumeurs qui sont superficielles, aux polypes superficiels. Donc bien sûr il y a des polypes bénins qui touchent seulement la muqueuse, qu'on peut réséquer sans problème. Et puis il y a les cancers superficiels pour lesquels on commence de plus en plus à s'attaquer et à faire des procédures qui nous permettent d'avoir une exérèse qui est totale, que ce soit avec l'atteinte de la muqueuse ou de la sous-muqueuse. Et la question centrale qu'il faut se poser, nous, en tant qu'endoscopistes, c'est comment prédire la résécabilité endoscopique d'une lésion. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. On a plusieurs classifications qui nous aident en fait à classer le polype pour savoir si oui ou non on peut le réséquer sur une endoscopie. La classification de Paris, très rapidement, selon le type de polype, s'il est surélevé, pas surélevé, s'il est plan ou s'il est ulcéré, on a des prédictions d'invasion en profondeur et d'invasion ganglionnaire, notamment sur les polypes dangereux, notamment ceux qui sont plans, un petit peu déprimés, et les polypes ulcérés, là où on sait qu'il y a un gros potentiel d'invasion en profondeur. Il y a aussi des lésions qui sont un peu plus étendues, qu'on appelle les LST, qui peuvent être homogènes, mixtes, nodulaires, et en fait, en fonction de leur caractère nodulaire, non granulaire, on peut aussi prédire la probabilité d'une invasion en profondeur, et donc la technique de résection. Alors, cette diapo-là, elle est un peu centrale, il y a plein de classifications en fait sur le plan endoscopique, et cette diapo regroupe un petit peu toutes les classifications. C'est une classification qu'on appelle la classification de Connect, qui regroupe plusieurs classifications et qui nous permet un petit peu d'analyser les polypes selon un petit peu leur aspect, et va nous aider un petit peu à décider si oui ou non on peut les réséquer et comment. Bon, il y a les polypes hyperplaques, donc elles se basent en fait sur l'aspect macroscopique, sur la couleur du polype, sur les vaisseaux, un petit peu comment est la vascularisation du polype, et sur l'aspect glandulaire au niveau des cryptes. Et c'est selon ces critères-là qu'on va pouvoir classer en gros en 5 les polypes, différents polypes qu'on peut rencontrer. Grosso modo, les polypes hyperplasiques, je n'en parle pas trop, on s'en moque un petit peu, on les retrouve surtout au niveau du rectum. Ils sont ronds, il n'y a pas de vaisseau, il y a des glandes qui sont bien régulières, et il ne faut pas forcément les réséquer. Les lésions festonnées, on ne les voit pas trop dans le rectum, on les voit plutôt dans le côlon droit, mais c'est des polypes qui sont plans, avec des caractéristiques vasculaires et glandulaires typiques, comme par exemple des spots noirs, des cryptes un petit peu ronds. Ça, c'est une caractérisation endoscopique, mais on peut les réséquer sans problème, a priori. Les adénomes simples, c'est ceux qu'on voit le plus souvent. Eux, ils ont des vaisseaux qui sont plutôt réguliers, avec des cryptes allongées, et l'architecture glandulaire est cérébriforme, allongée ou branchée, mais en tout cas régulière. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Donc, ces polypes-là, on peut les réséquer sans problème par voie endoscopique. Ensuite, il y a les adénomes à risque de cancer superficiel. Et donc, c'est sur ceux-là qu'il va falloir qu'on réfléchisse pour savoir si oui ou non on peut les réséquer et comment on peut les réséquer. Notamment, on les reconnaît parce que la vascularisation est irrégulière, mais persistante. Et l'architecture glandulaire est également irrégulière, mais conservée. Ces polypes-là, c'est mieux d'avoir une analyse globale de la pièce et donc de les retirer en monobloc pour pouvoir avoir une analyse histologique complète. Et enfin, il y a l'adénocarcinome profond, où on voit à la tête du polype qu'il a une forte probabilité
cancer avec une invasion profonde, avec les vaisseaux qui sont carrément interrompus, les vascularisations qui est complètement détruite, et puis bien sûr les grosses masses, où là on a beaucoup moins de doutes. Donc en fait, il y a des petits signes comme ça, même sur des petits polypes, notamment le caractère déprimé de la lésion, là qu'on voit ici, l'irrégularité de surface, l'ulcération qu'il peut y avoir au milieu du polype, l'attraction au niveau d'un pli, et le saignement spontané, c'est des critères un petit peu d'alarme qui nous disent qu'il peut y avoir une forte probabilité d'invasion de profondeur. Deux techniques de résection endoscopique. La première qui est faite depuis des années, qui s'appelle la mucosectomie, et l'autre qui est de plus en plus répandue, qui s'appelle la dissection sous muqueuse. En gros, la mucosectomie permet une résection rapide et peu coûteuse du polype. En gros, je vais vous montrer la technique, exactement comment ça se passe. Et l'inconvénient de ces résections par mucosectomie, c'est que quand on a des polypes qui sont très élevés, on a des tailles denses qui sont un petit peu limitées, et c'est parfois difficile d'avoir une analyse monobloc de la pièce opératoire, donc ça peut nous mettre en difficulté. Et surtout, on peut ne pas tout retirer tout le polype, et donc il peut y avoir des vessies bloquées. Par contre, la dissection sous muqueuse, c'est une technique qui permet d'avoir une résection vraiment monobloc de lésions qui peuvent être parfois hémicirconférentielles, mais plus de toute la circonférence, et qui nous permet de retirer complètement le polype en une pièce et d'avoir une analyse histologique hyper précise pour nous permettre de savoir si on est R0, si on a guéri le patient avec notre traitement. Voilà les images de la technique de la mucosectomie. Grosso modo, on soulève un petit peu la sous-muqueuse, et puis avec une lance, on va venir attraper le polype et le resséquer. On comprend assez bien que sur des polypes qui sont plus étendus, et ben on peut le faire en plusieurs morceaux, et parfois même laisser des choses, mais c'est une technique qui marche très bien. Et pour les polypes de moins de 2 cm, on peut les resséquer très facilement. La dissection sous muqueuse, très rapidement, c'est une technique qui nous permet de resséquer des plus gros polypes. Pourquoi? Parce qu'on y va en une étape où on fait un marquage de la lésion, l'injection sous muqueuse toujours comme dans la mucosectomie, mais en fait on fait une incision circonférentielle, et pas à pas, on va disséquer avec un couteau de dissection sous la lésion, et ça va nous permettre de retirer la lésion en un seul morceau, et d'avoir une résection vraiment monobloc. Là, je vous ai mis une image vraiment de plus petite, mais on peut faire des choses vraiment qui font quasiment la circonférence du côlon et donc du rectum. Donc, grosso modo, pour résumer, les polypes qui ne sont pas dangereux, et qui sont de classification de Paris jusqu'à 2B, on peut les retirer par mucosectomie, et même si on le fait en plusieurs morceaux, c'est pas très grave, parce qu'il y a peu de probabilité d'invasion en profondeur. Donc, on fera des coloscopies de surveillance, c'est vrai, mais on peut retirer le polype en toute sécurité et guérir la lésion. Par contre, dès qu'il y a un caractère un petit peu déprimé de la lésion, voire ulcéré, il faut à tout prix faire une maximum pour faire une exégèse monobloc, pour avoir une analyse précise histologique et être sûr qu'on a bien retiré toute la tumeur et qu'on peut en rester là. Et bien sûr, quand on a une tumeur, on ne touche pas, enfin, un adénocarcinome avec invasion en profondeur, on ne touche pas, et c'est plutôt la place à la chirurgie. C'est un peu le même raisonnement pour les tumeurs qui sont plus larges. Si on doit retenir un message, c'est que le caractère un petit peu déprimé, avec aussi des macronodules, sont des signes qu'il peut y avoir une invasion en profondeur. Et donc là, il faut se méfier et faire plutôt une résection monobloc. Donc, pour ces tumeurs-là, ces lésions-là, pardon, qui sont à haut risque, qui sont donc connect 2C dans la classification que je vous ai montrée, les trois objectifs, c'est donc, comme je vous l'ai dit, une résection en monobloc, en un seul fragment, pour avoir un R0 avec des marges latérales et profondes qui sont saines, et donc curatives, avec absence de signes histologiques péjoratifs et du plus de risque de métastase ganglionnaire. Donc, voilà. Pour juste un petit mot, du coup, on peut prédire du coup beaucoup l'invasion du polype en profondeur par rapport à l'analyse précise endoscopique, donc il faut passer un temps important dessus. Quelle est la place de l'écho-endoscopie dans tout ça? Les tumeurs du rectum ont un risque augmenté de métastase ganglionnaire par rapport aux tumeurs coliques. Donc on a l'écho-endoscopie rectale facile, surtout au début pour faire le staging. Et c'est vrai que l'IRM rectal fait aussi bien ce travail-là au niveau du staging ganglionnaire, parce qu'il permet aussi de visualiser tout le mésorectum et le fascia mésorectal. Nous, en écho-endoscopie, vous voyez qu'on peut voir les différentes couches au niveau du rectum avec la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et donc tout ce qui est au niveau périrectal. Et donc, je vous ai mis des images de cancer, là par exemple, enfin de lésions. Au niveau, on voit une invasion un petit peu de la sous-muqueuse, mais qui s'arrête, vous voyez, à la musculeuse, qui est là en noir, et donc qui
remercie Mathilde pour cette invitation jusqu'à la Ligue des paupiers. Hugo a tout dit, donc je vais aller très rapidement. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, et c'est ce que tu as dit Mathilde, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on s'acharne sur le traitement locaux, c'est pour vraiment non seulement préserver le sphincter, mais aussi préserver le rectum. C'est ce qui change vraiment la qualité de vie du patient. Voilà, c'est un rêve de tous, je pense, pouvoir ne pas opérer le cancer du rectum, mais bon, il faut quand même se confronter à ça. Donc, les objectifs, tu les as déjà dit, résultats oncologiques, qualité de vie, résultats fonctionnels. Donc, il faut un dépistage précoce, il faut une anticipation des traitements, ce qui permet d'avoir un espace pour la préservation d'organes et aussi probablement moduler les traitements. Parce qu'en étant chirurgien, on connaît bien le syndrome de Lars, on connaît bien ce qui sont toutes les conséquences fonctionnelles de ce syndrome en absence de rectum. Mais bien sûr, je vais être un peu polémique, mais tous les autres traitements ont aussi des conséquences. Donc, le rectum reste un vrai enjeu dans ce sens-là. Traitement local, c'est une mode qui est là depuis 20 ans, qui est étudiée par plusieurs, bon, ça c'est les équipes françaises, l'équipe de Greca qui étudie la préservation d'organes et les traitements locaux du cancer du rectum. Donc, c'est une idée qui évolue depuis des années et qui augmente de pouvoir grâce bien sûr à l'intensification du traitement néoadjuvant, donc avec l'introduction, comme tu as dit, du prodige 23 et donc l'association de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Et dans les derniers protocoles, on met aussi le patient dans la décision pour qu'il puisse au moins choisir un peu, ou participer dans ses envies, s'il veut être sûr, certain d'être guéri ou préfère avoir un peu de risque de récidive et avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, donc je savais que Hugo allait parler de l'endoscopie, donc aussi, n'oubliez pas le patient dans l'évaluation initiale, il faut parler avec les patients, il faut les examiner, il faut évaluer le tonus sphinctérien, il faut probablement aussi, quand on peut, faire une anoscopie pour évaluer les lésions. Et il faut aussi faire un toucher rectal qui permet déjà de donner plusieurs caractéristiques d'une lésion. Par exemple, résection qui est mobile, la distance avec les sphincters. Mais voilà, ça n'enlève pas du tout la place à tout ce qui est cordeau, IRM, endoscopie, bien sûr. Mais il ne faut pas quand même oublier l'examen clinique. L'anatomie, on ne va pas en parler trop, mais voilà, tout le monde va parler de ça. Juste pour la chirurgie et pour les traitements locaux, c'est quand même important de savoir où est-ce qu'est localisée la lésion. Parce qu'il y a une grande différence avec des lésions qui sont vers l'intérieur du rectum et qui exposent à une ouverture qui peut aller jusqu'au péritoire, donc avec une ouverture du Douglas, et les lésions postérieures qui sont, entre guillemets, sur lesquelles on peut faire des réjections très étendues sans provoquer des infections post-opératoires majeures. Et donc, il faut confronter chirurgie et endoscopie, mais pour le rectum, pour moi, c'est un vrai paradoxe, parce que l'endoscopie à gauche, vous voyez, s'évolue vers des instrumentations de plus en plus complexes, avec des bras pour opérer, etc., alors que sur le rectum, on a, heureusement, dans les premiers 10 à 15 cm, l'accès avec la chirurgie. Donc, le rectum, voilà, c'est toujours bizarre de se confronter à qui est le plus fort entre les chirurgiens et l'endoscopiste pour faire une procédure qu'on pourrait, à mon avis, faire de façon combinée. Et quand je veux dire ça, c'est utiliser les moyens de visualisation endoscopique et de délimitation des lésions endoscopiques, mais sur le rectum qui est accessible avec les instruments qu'on a aujourd'hui, probablement on peut être légèrement supérieur avec notre instrumentation de dissection, de coagulation, etc. Donc pour faire finalement des procédures plus précises grâce à la vision endoscopique, mais plus rapides grâce à l'instrumentation chirurgicale. Et donc comment ça se passe, vous voyez, c'est par exemple ici, c'est un dispositif qui se met en transanal et qui permet donc de travailler, comme je vous disais, avec des instruments rigides jusqu'à 10, 12, voire parfois 15 cm de rectum. Il n'y a pas vraiment de limite de taille. En général, on arrive à faire des résections en monobloc. Et la seule chose, comme je disais, en termes de précision, probablement, nous, on est plus agressif. Donc, on a du mal à faire des vraies dissections sous-muqueuses. On fait plutôt des
monobloc en prenant aussi la musculeuse en arrivant jusqu'au mésorectum. Voilà. Encore une fois, bon, je reviens à la même chose, mais ça c'était encore une fois un peu pour rigoler. Après le traitement, il faut recommencer à zéro. On a fait tous les mêmes choses, on fait toute l'évaluation du patient. Et bien sûr, l'IRM, et puis il y a l'aspect visible des lésions. Hein. Déjà, à l'examen clinique, pour évaluer les lésions post-traitement, on fait bien sûr un toucher rectal pour voir s'il y a une lésion, une cicatrice qu'on sent au toucher rectal. Encore une fois, on peut faire une endoscopie pour visualiser cette cicatrice et puis l'endoscopie qui va donner ces différents aspects de réponse complète, de réponse quasi complète ou de réponse incomplète. Ce qui permet donc de, par exemple, en haut, c'est une cicatrice que probablement moi je ne toucherai pas, mais on peut en discuter, mais c'est les deux autres que forcément, si on est parti sur une stratégie de préservation d'organes, hein, parce que c'est pas cette vision-là qui prend la décision, c'est la décision de juste toucher une cicatrice, c'est pas la toucher. Donc en haut, moi je ne toucherai pas la cicatrice, mais les deux cicatrices sont bas, il faut les régler pour avoir une analyse histologique. Et je voulais quand même vous rapporter ça, parce que c'est sympathique, c'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans nos RCP, dans cette snapshot fait sur 460 patients en France, cancer du rectum, 104 patients ont été éligibles, enfin pas éligibles, ont été sélectionnés pour la préservation d'organes. Donc 22% de ces patients. Et c'était d'une côté, 46 patients étaient sélectionnés, ils avaient les critères de conservation d'organes initiales, ça veut dire qu'ils avaient des tumeurs T2, T3, N0, donc sans métastase embryonnaire, et des autres étaient de façon opportunistique, ça veut dire qu'ils avaient bien répondu au traitement néoadjuvant, et donc on les a sélectionnés pour la préservation d'organes. Finalement, de ces 104 patients total, 25% ont eu quand même une excellence de cicatrice, 75% ont eu juste un watch away, donc on n'a pas touché la cicatrice, et la cicatrice en haut à droite ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure. Mais attention, parce que, on dirait c'est un miracle, on fait toute préservation d'organes à tout le monde, mais malheureusement, vous voyez que dans un suivi de 12 mois, on a déjà quand même un taux de rechute de 16,5%. Et parfois des métastases à distance. Et voilà. Donc, que ce soit dans les groupes sélectionnés ou dans les groupes on va dire, choisis après la réponse au traitement. Donc, il faut faire attention de ne pas trop prendre d'enthousiasme dans la préservation d'organes, mais probablement pas encore au point pour tout le temps épargner le rectum. Et je voulais juste montrer, si je peux, quelques vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble ce qu'on fait. Donc ça, c'est notre plateforme de chirurgie transanale. Ça, c'est une cicatrice d'une patiente qui avait un cancer du rectum initialement stadié T3 N0. Donc la réponse était complète en IRM. Et donc ça, c'est le geste extrait de cicatrice. Vous voyez qu'on arrive à la zone jaune, c'est la graisse qui est autour du rectum. Et on a l'aspect final où c'est un geste assez rapide. Et on a l'aspect final où on a enlevé la cicatrice de cancer du rectum. Ancien cancer du rectum, cette cicatrice était négative par ailleurs. Ou parfois on peut faire des combinaisons de gestes. Une patiente qui avait à la fois un cancer du sigmoïde et une villeuse rectale. On a voulu lui garder le rectum plutôt que faire une protocolectomie totale. Donc on a fait, en ce cas, d'abord la colectomie gauche, on a coupé le rectum. Et ensuite, on est passé en transanal. Vous voyez, ça c'est la villeuse du rectum. Donc dans le même temps opératoire, on peut aussi se permettre donc, de faire une résection transanale. On va aller un peu rapidement pour ne pas tout montrer comme ça. Voilà, mais dans ces cas, comme c'était une vraie villeuse, on a essayé de rester, on ne voit pas la flèche, mais on essaie de rester devant le plan musculaire qui on voit ici
rose en haut. Voilà, ça c'est le plan musculaire. Voilà, puis ça c'est la suite de la dissection. Et donc l'aspect final, pardon, l'aspect final, ça c'est la fin du geste, et ça c'est l'aspect final où il n'y a plus de villeuse, il n'y a plus de tumeur villeuse, il y a la paroi musculaire assez conservée et le moignon rectal qui est fermé, et donc on peut ensuite faire notre anastomose classique de colectomie. Voilà. Voilà. Bon, ça, je vous laisse ça, c'est pas. Allez, on avance. Pardon. Merci. Merci Antonio. Alors moi je vais vous faire passer quelques messages essentiels sur l'IRM. On va voir, de toute façon avec les traitements, que ces patients de plus en plus, ils vont avoir des traitements néoadjuvants. Et donc vraiment l'IRM, le premier bilan d'extension, la première IRM, c'est quand même assez important parce que c'est ce qui va nous permettre de voir la réponse au traitement. Et si on a mal fait, pas bien, ou si on ne l'a pas fait du tout, ça arrive encore parfois cette IRM, on aura parfois du mal à localiser la lésion. Pour rechercher les récidives, on ne saura plus du tout où est la lésion. La localisation en hauteur, ça c'est le premier point hyper important, surtout que je vous ai mis là sur la troisième diapo, c'est hyper facile en IRM de dire on prend le pôle inférieur de la lésion, on mesure la distance à la jonction rectale et on mesure la distance à la marginale. Les gastro donnent toujours une distance à la marginale. Et puis alors il y a des fois des débats sans fin avec la chirurgie qui dit moi je le touche pas, etc. C'est hyper facile pour nous en IRM de donner vraiment la distance entre le pôle inférieur de la lésion et la marginale et la jonction rectale comme ça. Après, chacun peut dire si c'est un moyen ou rectum ou rectum, et c'est vrai que dans la décision thérapeutique, ça va être hyper important. Voilà, des fois, vous voyez, sur le dernier cas, il y a des tumeurs vraiment polypoïdes, donc on a parfois du mal à localiser vraiment le pied d'insertion du polype. C'est pour ça souvent qu'on met pas mal de gel pour vraiment essayer de bien localiser le pôle inférieur de la lésion ou le pied quand c'est un gros polype. Voilà, donc ça c'est toujours le même schéma qu'a montré Antonio. En IRM, le point vraiment important sur le stade T, c'est savoir est-ce que c'est un T3 pas un T3. Et finalement, c'est à partir de là que est-ce qu'il y aura, en fonction de la localisation en hauteur et en fonction du T, est-ce qu'il y aura un traitement néoadjuvant ou pas. Nous, entre le T1 et le T2, on n'est pas bon. Enfin, en gros, c'est est-ce que la musculeuse est bouffée ou pas. Voilà, là vous voyez qu'on voit encore la musculeuse, donc il n'y a pas d'argument pour un T3. Et là c'est très très évident, il y a une grosse lésion qui déborde, qui mange la musculeuse, qui déborde sur le mésorectum. Des fois, dans la partie basse du barectum, c'est un peu plus compliqué. Voilà, après les T3, il y a T3A, T3B, T3C. Mais ça, je ne sais pas si maintenant, avec Prodige 23, c'est vraiment très important. Voilà, l'essentiel c'est est-ce que c'est un T3 ou pas. Là, je vous ai mis un patient, première IRM avec la lésion et IRM après traitement néoadjuvant. Vous voyez que là, il y avait une bonne réponse. La lésion, on la voit quasiment, enfin, on la voit très difficilement. Moi, je trouve qu'on est bon, mais les chirurgiens ne sont pas d'accord. En fait, sur cette réponse au traitement, j'ai pas mis d'image de diffusion, mais de plus en plus, on a cédé de la diffusion. Pour savoir est-ce qu'il y a un petit hypersignal diffusion résiduelle. La diffusion, c'est un peu notre PG, voilà. Et pour les voir, pour coter en fait la réponse au traitement. Alors ça, c'était un autre message que je voulais vous faire passer. Je ne sais pas dans les comptes rendus d'IRM si ça commence à apparaître ou pas. Moi, je trouve que ça n'apparaît pas encore assez. C'est IRM TRG, c'est tumeur régression grave. C'est un peu ce que font, je crois, les anapathes quand ils ont la pièce opératoire. Et d'essayer de faire la même chose en IRM et de coter la réponse au traitement. Alors, je pense que ça doit vraiment apparaître maintenant sur les comptes rendus. Donc le 1, c'est un anneau fibreux, comme je vous ai montré, très fin. Le 2, c'est l'anneau fibreux et un peu plus épais. Et à partir de 3, 4, 5, il y a plus ou moins de tumeurs résiduelles. Donc c'est là que la diffusion va aussi nous aider.
Ça serait bien dans les discussions après que ça apparaisse. Alors après, on n'est pas parfait. Le N, alors là c'est plus compliqué. Bon, finalement le N, j'ai un peu l'impression que maintenant c'est intéressant dans les P2. À partir du moment où il est P3, si on fait des traitements de adjuvants, on aura moins besoin de s'épancher des heures sur le N. On est quand même de plus en plus pointu sur le N, je trouve. C'est vrai que le critère de taille 5 mm, on sait très bien qu'il y a des fois des bandeaux de 5 mm qui sont N+, voilà, donc c'est un peu limite. Mais avec la diffusion, avec le gado, on arrive quand même à s'améliorer. Et puis ça sera une transition avec Thomas, parce que c'est vrai que dans des dossiers difficiles, ils ont quand même la fixation en FDG, et on peut comparer IRM, FDG, ça peut être aussi intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas qu'on n'est pas d'accord avec toi, c'est qu'on veut toujours les examiner comme on veut toujours les examiner. Bonsoir à tous. Donc, je suis Dr Poisson, donc je suis médecin nucléaire et ici même à l'HPP. Et donc je vais vous parler de la TEP-FDG qui est totalement complémentaire par rapport à l'IRM. On va surtout regarder les indications. Alors il faut savoir que la TEP-FDG, elle a surtout une indication pour le statut métastatique des patients, c'est-à-dire tout ce qui est évaluation du T, on ne va pas être bon en TEP. En N, on ne va pas être non plus très très fort, on va être surtout spécifique, probablement moins sensible que l'IRM. Et on va être surtout bon pour l'évaluation du statut métastatique. Et alors par contre, ce qui est important, c'est pas de faire systématiquement des TEP dans les bilans d'extension initiaux, parce que ça ferait trop de TEP. En fait, il faut vraiment bien cibler les indications. Et ce que nous disent en fait le label 1K HAS, c'est que finalement, la TEP a un intérêt surtout quand on a un doute sur l'imagerie morphologique, ou alors quand on a une maladie qui est localement avancée et donc avec un risque métastatique élevé, où là, la TEP va avoir toute sa place, y compris dans le bilan d'extension initial, des cancers rectaux. Donc ça, c'est le plus important à retenir pour le bilan d'extension initial. Comme je vous disais, c'est évaluer le statut M. Il ne faut pas oublier que les patients avec des cancers rectaux qui vont avoir des ganglions un petit peu haut situés, notamment au niveau iliaque primitif, sans parler des aires lombo-aortiques, vont passer en statut M. Donc c'est important pour que les gens le sachent, enfin surtout les médecins qui prennent en charge ce type de cancer, et de savoir que le patient est d'emblée métastatique. Surtout que c'est des choses qui sont assez fréquentes, donc chez encore une fois, les cancers rectaux localement avancés. Ici un exemple d'un cas clinique. On voit donc sur la gauche la tumeur primitive ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, donc qui est le cancer rectal. On voit bien ici en coupe axiale. On voyait une atteinte ganglionnaire mésorectale. Ah, attendez. Comment je reviens en arrière? Ça y est, je suis. Voilà, donc l'atteinte ganglionnaire mésorectale qu'on voyait bien. Et également, vous voyez une atteinte ganglionnaire donc qui était certes faiblement hypermétabolique, mais quand même significatif, au niveau iliaque primitif gauche, et donc il faisait passer le patient en statut métastatique. Il faut savoir aussi que la TEP-FDG, donc quand elle est bien indiquée, elle change fréquemment, elle a un impact thérapeutique. Quand l'indication est bien posée, elle a un impact thérapeutique chez au moins un tiers des patients. Parlons maintenant de la place de la TEP-FDG dans l'évaluation thérapeutique. Et ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que la TEP-FDG a une bonne valeur prédictive négative et donc va nous permettre d'évaluer de manière spécifique, notamment la radiochimiothérapie du cancer du rectum. Et si on a une TEP négative après une radiochimiothérapie, c'est souvent en faveur effectivement d'une réponse complète histologique. Et puis aussi dans des indications chez les patients métastatiques, notamment pour les traitements locaux de métastases hépatiques, soit par radiofréquence, soit par radioembolisation. Donc cette slide pour rappeler simplement que la valeur prédictive négative de la TEP-FDG est très importante, tout comme l'IRM de diffusion a priori. Effectivement, c'est deux modalités qui se ressemblent de ce point de vue-là.
Et aussi, il a été montré aussi qu'il y avait un impact pronostique. C'est-à-dire que quand on a une réponse complète sur une TEP-FDG qui est réalisée pour évaluer une radiochimiothérapie du rectum, eh bien, cette réponse complète en TEP va être prédictif eh bien, d'une survie prolongée pour les patients en question. Et ça a été montré. Parlons d'une autre indication de la TEP-FDG qui est cette fois-ci la surveillance et la détection de la récidive. Alors c'est important de ne pas réaliser de TEP systématique chez les patients qui ont eu des cancers rectaux et qui sont potentiellement guéris. Parce que ça ferait trop de patients, ça ferait trop d'examens, on risque d'avoir des faux positifs, donc c'est pas une bonne chose. Par contre, si on cible la TEP-FDG pour des patients qui, par exemple, ont une augmentation de la CE, ça c'est une indication qui est vraiment classique de la TEP-FDG, et là il n'y a pas de débat dans les guidelines. Mais c'est aussi, encore une fois, quand il y a une imagerie morphologique qui est douteuse, où là on va pouvoir caractériser de manière potentiellement plus précise et spécifique avec la TEP-FDG. Donc là encore, la TEP aura toute sa place. Mais il faut bien cibler les patients et pas faire bien sûr de caractère systématique. Alors cette diapositive, juste pour vous dire que finalement la TEP, dans le cadre du bilan d'extension de la récidive, va nous permettre surtout d'éviter des interventions inutiles. Parce qu'on va pouvoir regarder s'il y a d'autres sites de récidive que celui qui est connu, qui a pu être retrouvé, soit en endoscopie, soit sur une imagerie morphologique. Et là, encore une fois, c'est important de réaliser une TEP pour éviter un traitement local, alors que le patient, finalement, nécessite probablement un traitement systémique parce qu'il est malheureusement métastatique sur plusieurs sites. Donc, comme je vous disais, la TEP-FDG va permettre de caractériser des anomalies morphologiques, par exemple, de pouvoir différencier une récidive d'une fibrose présacrée chez les patients qui ont eu bien sûr une radiothérapie externe en néoadjuvante, ou encore de mieux préciser des anomalies après une radiofréquence de métastases hépatiques, par exemple. Donc en conclusion, très rapidement, donc c'est la place de la TEP-FDG, c'est dans le bilan d'extension initiale, quand on a des anomalies douteuses en imagerie morphologique. Dès qu'on a un patient qui est connu métastatique, il faut faire une TEP-FDG pour avoir un bilan d'extension exhaustive des métastases du patient. Il y a une place aussi dans l'évaluation thérapeutique de plus en plus, notamment dans la radiochimiothérapie rectale et après radiofréquence hépatique. Et puis, il faut réaliser une TEP-FDG systématiquement quand on a une récidive qui est connue, soit sur une anastomose, soit plus à distance. Merci. À la partie thérapeutique, on va démarrer sur quelques notes. On s'est un peu axé sur ce qui changeait par rapport au contexte. Merci Mathilde, merci à tous. Donc, retour vidéo, je suis médecin chimiothérapeute. Donc, je vais vous parler de la partie chimiothérapie et la gestion des effets secondaires. Donc, on va passer directement, comme Mathilde l'a présenté tout à l'heure. Tout ça est basé sur l'essai thérapeutique Prodige 23. Pendant plusieurs années, on faisait de la chimiothérapie, on faisait plutôt de la radiothérapie 5 semaines associée à de la chimio par voie orale, suivi de chirurgie. On s'est dit, est-ce que rajouter une chimiothérapie première ferait mieux, permet de réduire les récidives et améliorer la survie globale. Donc il y a eu cet essai Prodige 23, on en parlait tout à l'heure, et qui est devenu le standard actuel. Donc une chimiothérapie première qui faut faire 6 cycles 3 mois, suivie de la même radiothérapie qu'on a fait pendant plusieurs années. C'est André en 5 semaines, donc Ingrid Magali présentera plus dans le détail les essais radiothérapie qui sont disponibles, qui ont permis de comparer s'il y a un intérêt à rajouter la chimiothérapie et garder le même traitement de radiothérapie. Ensuite, chirurgie et chimiothérapie. Dans le standard, l'ancien standard, on faisait radiothérapie, chirurgie et on discutait si on fait chimio ou pas. Dans le protocole actuel Prodige 23, on fait chimio, radio, chirurgie et on fait quand même de la chimiothérapie post-opératoire. C'est discutable, parfois on a
commencer avec de la chimie adjuvante. Donc rapidement, je passe sur les résultats actualisés à 5-7 ans de cette étude. On a enfin les résultats de la survie globale qui sont améliorés. On attendait ça dans la première présentation 2020, on avait que le contrôle local qui était meilleur, la réduction sur la survie sans progression et sans métastase. On a actuellement les résultats actualisés, ça fait toujours bien. On a les résultats qui sont confirmés du PRODIGE 23. On va ajouter de la chimiothérapie avant la radiothérapie avec le protocole phosphorylated. Mais on va voir ce protocole, il a quand même certains effets secondaires. J'ai mis essentiellement sur les 250 patients traités dans cet essai PRODIGE 23, on avait des diarrhées grade 3-4 à hauteur de 11%, des nausées à 6% et les neutropénies. J'ai mis essentiellement ces effets secondaires sur ces traitements et parfois négligés. Rapidement, le protocole il se déroule au l'hôpital de jour, 5 heures de chimiothérapie, on fait passer l'oxalate pécan. Le patient, au bout des 5 heures, il part avec un diffuseur de 5 FU, de 5 fluorouracil pendant 48 heures. Le troisième jour, on retire le diffuseur par l'infirmière à domicile. On fait 6 cycles au total. Pendant les 15 jours, dernier cycle, on fait une imagerie de contrôle pour entamer la radiothérapie. On insiste que pendant les 15 jours, on devait commencer les rayons. On le fait entre 15 jours, 3 semaines, la radiothérapie. Le principe de prise en charge de la toxicité de la chimiothérapie, elle est basée sur des échelles standardisées, actualisées régulièrement, mais dans la version 5 du CTCAE qui permet de grader une toxicité de 1 à 5, de légère à sévère, voire mise en jeu du pronostic vital de 3 à 4. Dans les essais, on sépare toujours les taux grades contre les grades 3 à 4 parce que c'est le plus important. Pareil pour la gestion des effets une fois qu'ils sont gradés, on a une gestion, on doit gérer ces effets secondaires soit par des règles d'éthique, soit par des traitements. Donc pour ça, les sociétés savantes nous ont donné des recommandations régulièrement mises à jour par des panels d'experts. Donc on a la Société européenne et américaine de l'oncologie, l'AFSOS et d'autres sociétés qui nous permettent des recommandations pour la pratique clinique et la gestion de ces effets. Le FOLFIRINOX, ce protocole qui est trithérapie, qui est considéré comme un des protocoles les plus intensifiés en chimiothérapie digestive par rapport à un FOLFOX ou un FOLFIRI classique. Les complications peuvent être digestives, hématologiques, biologiques sur le foie ou les neuropathies périphériques connues avec l'oxaliplaquine. On va surtout parler des nausées, vomissements, des diarrhées et des complications hématologiques parce que c'est le plus fréquent, souvent négligé et qui nécessite régulièrement des hospitalisations. Pour les nausées et vomissements, c'est un effet secondaire très connu, redouté par les patients. Déjà, la première consultation d'avance, la première question des patients, est-ce que je vais faire des cheveux, est-ce que je vais avoir des nausées et vomissements. Avec le FOLFIRINOX, ça part d'alopécie. Plutôt grade 1 pour les plus jeunes, moins de 50 ans, ils ont plus d'alopécie, plus de nausées et vomissements, et les personnes âgées, plus de diarrhée. C'est un effet secondaire à ne pas négliger, à être attentif, qui peut survenir de manière anticipée avant la chimio, de manière aiguë le premier jour de la chimio ou retardée au deuxième jour. Dans un FOLFIRINOX, c'est plutôt sur le deuxième jour de la chimio. Globalement, 80% des patients chez qui ça survient entre J2 et J4. Parfois, pas de nausée, pas de vomissement du tout chez une dizaine de 10% des patients. Et parfois, c'est plus prolongé avec des vomissements signalés. Pour gérer ces nausées et vomissements, il y a 3 manières. Soit une prophylaxie primaire dès le premier cycle de chimiothérapie, on met en route le traitement antibiotique. Soit on démarre le traitement, on vérifie le patient s'il a bien toléré ou pas pour mettre en route les antibiotiques. Soit un traitement de repos, c'est pour les patients qui ont un traitement bien conduit, on essaie d'adapter ou renforcer le traitement au maximum ou réduction de dose de chimiothérapie. Dans un protocole FOLFIRINOX, il est recommandé plutôt de faire un traitement préventif dès le premier cycle. Pour ça, on a plusieurs traitements. On a le anti-MK1 que vous connaissez probablement, les mêmes sur 3 jours. On a les anti-MK1C30, mais c'est plus pour les hormonolytisants à base de cisplatin. On n'utilise pas trop dans le FOLFIRINOX. On a les anti-B2, c'est le trimperan. On a les C30, le Zofren et le Kiprine. Les corticoïdes, ne pas oublier les psychotropes, l'alprazolam, qui est très efficace pour les patients qui ont des effets secondaires plus
Et sans oublier les règles hygiéno-diététiques, repas froid fractionné. À l'hôpital, enfin à l'hôpital de jour, on remet aux patients un livret détaillé sur les règles hygiéno-diététiques qui peuvent aider les patients, accompagné aussi d'une ordonnance type. Donc du coup, le livret des règles hygiéno-diététiques avec le diagnostic, il reprend donc en prophylaxie primaire, on donne de JA et J3, des applicants, des corticoïdes et des cétrants. Les traitements restent en cas de besoin. En cas d'échec prophylaxie primaire, il faut savoir évaluer la gravité, le retentissement clinique et ne pas hésiter à hospitaliser ces patients. Deuxième effet secondaire important, très important, qui est pratiquement pour moi le motif d'hospitalisation le plus fréquent, en plus des neutropénies, on verra plus tard, c'est les diarrhées. La définition, c'est plus de 3 selles liquides par jour. Elle est aiguë, brutale, apparaît plutôt à la deuxième semaine à partir du 5e, 7e jour. C'est une complication fréquente, 30-40% tout grave, 10 à 20% grave 3-4. On a vu tout à l'heure dans l'essai les 250 patients de 2023, il y avait à hauteur de 12%. Donc on les grade selon l'échelle que j'ai présentée tout à l'heure, de la même manière, grade 1 jusqu'à 4. Chez nous, on hospitalise les patients dès le grade 2. On prévient bien le patient, on informe du risque de diarrhée, de sa gravité, et que dès qu'il a plus de 4 diarrhées liquides malgré le traitement, on propose une hospitalisation pour mieux gérer cet effet secondaire. Il peut être responsable des déshydratation, des insuffisance rénale, même parfois des prises en charge en réanimation pour certains patients. J'ai mis ces deux éléments qui sont devenus obligatoires. Le dosage du PPYD, la dihydropyridine hydrogénase, c'est une enzyme hépatique qui permet le métabolisme du CFU. Et en cas de déficit, on peut avoir des effets secondaires augmentés. Donc, du coup, systématiquement, si un déficit en DPD, on réduit la dose de CFU. Pareil pour le rythmothécon, pour le polymorphisme du CP1A. Aussi une enzyme hépatique qui est responsable du métabolisme des rythmothécons. Donc l'ordonnance type, donc du coup pour les diarrhées, c'est une hydratation abondante, fractionnement des repas en privilégiant les féculents, donc c'est un livret qui détaille pareil la prise en charge. Ne pas hésiter à mettre du Tiorfan et j'ai 3 fois par jour souvent oublié à la place du spectacle qui ne fonctionne pas du tout. Donc le Tiorfan permet une réabsorption d'eau, donc du coup d'éviter la déshydratation et d'avoir des selles liquides. L'opéramide pour réduire la fréquence des selles. Donc, il faut la définition, donc plus de 4 selles liquides malgré le traitement, il faut une prise en charge hospitalière sur ces effets. Pour les complications hématologiques, j'ai fait juste quelques éléments à connaître pour la transfusion. On transfuse en dessous de 8 grammes selon les recommandations, entre 8 et 10, il faut un autre signe clinique, mauvaise tolérance, patient très fatigué ou s'il est à la fin de son protocole pour préparer la radiothérapie, parce que c'est que ne soit pas en anémie, c'est une condition importante. Pensez au bilan martial, ne pas faire que la ferritinine que je retrouve sur pas mal d'ordonnances et de résultats biologiques. On est dans un cancer avec un syndrome inflammatoire et de la chimio. Le meilleur rapport, c'est le coefficient de saturation qui permet de dire si le patient a besoin de fer ou pas. Et on a un retour au fer, un jet qui est plus efficace et un rendement meilleur sur plusieurs mois. Pour la thrombolythémie, pareil, on transfuse en dessous de 10 000, voire 20 000 avec l'EFS. Dès que le patient est sous chimiothérapie, ils arrivent à nous fournir des kilos, plutôt des concentrés plaquettaires en dessous de 20 000. Entre 30 et 100 000, c'est en fonction du saignement, c'est un saignement de grade 2 selon l'OMS. L'autre volet en plus des diarrhées qui sont très importantes et graves, c'est la neutropénie. Il y a 3 types de neutropénie. Soit on a une neutropénie de grade 1 mais sans fièvre, c'est à gérer en ambulatoire à domicile. Soit on a une fièvre associée, mais la neutropénie n'est pas très importante, de 1 à 3, donc on n'est pas en aplasie inférieure à 500. Ou la neutropénie fébrile avec le grade 4, une fièvre avec les neutropénies de grade 4. 2 types de prophylaxie, soit primaire, dès le premier cycle, on met en route des GCSF pour booster les globules blancs et éviter qu'il y ait cette neutropénie.
Folférinox, on est plutôt sur une prophylaxie primaire. Encore une fois, c'est une trithérapie. Les effets secondaires sont importants, les patients sont fatigués, donc on préfère une prophylaxie primaire. Pour ça, on a 2 médicaments, soit sur une injection subcutanéenne sur 5 jours, ou une injection unique pour les protocoles de 2 à 4 semaines. Donc ça peut être utilisé dans un protocole Folférinox tous les 15 jours. En cas de neutropénie fébrile avérée avec des neutrophiles FRA500, on a les antibiotiques de l'association de montagne de fluoxacine, ou de cette réaction, c'est la voie orale est impossible. Pour les allergies, on fait plutôt de la lévo. En milieu hospitalier, on a d'autres situations, d'autres critères pour choisir le type d'antibiothérapie. Pour arrêter l'antibiothérapie, il faut 48 heures d'apérixie et des PNL supérieurs à des neutrophiles supérieurs à 500, et surtout une hémoglobine qui soit totalement négative. Les 5 messages, donc, les complications de la chimiothérapie ont un impact pronostic certain dans la prise en charge et un enjeu majeur. Les nausées, vomissements et les diarrhées sont les toxicités les plus fréquentes des protocoles Folférinox. La prévention des nausées est basée sur la corticoïdes et les cétrons. Le traitement de première ligne des diarrhées repose sur l'opéramide, le chlorphon, on l'a vu, et surtout reconnaître les situations graves, parce qu'encore une fois, situations qui ont mené des patients en réanimation, malheureusement, parfois des situations plus graves. Pour pareil pour les neutropénies fébriles, il faut savoir les connaître, commencer les GC, c'est ça que je vais voir. Et je vous remercie. Est-ce que vous n'êtes pas complètement anéanti par la chaleur? On va essayer de faire bref avec Karen pour finir. Et donc, je vais vous parler donc, de la radiothérapie. Donc, on l'a déjà pas mal abordé, mais finalement, là, ça résume à peu près les situations finalement où on a besoin de cette radiothérapie. Donc, on voit que c'est pour les tumeurs du bas et du moyen rectum, et que ce soit le T3, T4 ou un statut ganglionnaire positif, ceux-là vont toujours relever de radiochimiothérapie. Et aujourd'hui, dans le cadre de Prodige 23, avec de la chimiothérapie par Folférinox en néoadjuvant, effectivement. Elle est toujours faite généralement en préopératoire parce que mieux tolérée et serait plus efficace, et ça a été montré dans de nombreux essais. Donc, les facteurs de risque de récidive ont clairement montré justement l'intérêt de cette radiothérapie, et on voit que dans des études, des très anciennes études, quand il y avait des radiothérapies qui étaient couplées à l'époque avec des excisions totales du mésorectum, ce qui maintenant est de plus en plus restreint, on voit que clairement, en fonction du stade et en fonction de la localisation, il y a un intérêt à cette radiochimiothérapie qui est toujours associée à du Xeloda, et donc que la radiothérapie garde son intérêt. Alors, juste brièvement pour vous montrer à peu près les volumes qu'on prend. Donc en rouge, vous avez, je ne sais pas si on peut prendre ici, la tumeur, ouais, sur l'écran ça ne marche pas. Donc ce qu'on appelle nous le gros tumeur volume, qui est donc le volume macroscopique tumoral. Et en fait, on prend toute une marge, on est obligé de prendre tout le mésorectum qui est donc là en bleu cyan, avec les aires ganglionnaires présacrées. Et après, en fonction du stade et de la localisation, on prendra des aires ganglionnaires plus adaptées. Si c'est des tumeurs très très basses du rectum ou s'il y a une atteinte par exemple d'un ganglion iliaque, on va aller prendre cette aire ganglionnaire spécifiquement de manière bilatérale systématiquement. Mais les volumes initiaux, c'est tout le mésorectum, l'aire ganglionnaire présacrée, et on fait un boost sur la tumeur en elle-même. Maintenant, sur l'évolution dans les techniques, vous avez en haut à droite les techniques les plus anciennes qui étaient de la 3D classique, donc avec des faisceaux finalement latéraux, antéro, postérieurs, et c'est ce qu'on appelait classiquement la boîte pelvienne. Donc avec des toxicités plus marquées, puisque vous voyez que dans le cadre rouge, ce qui est la pleine dose, là c'est en procubitus sur cette image-là, mais la vessie qui est du coup en antérieur, elle est quasiment dans la totalité du volume irradié à pleine dose. On voit qu'après, il y a eu une évolution avec ce qu'on a appelé l'IMRT, qui est donc en fait des faisceaux fixes, ça veut dire avec modulation d'intensité, où on fait plusieurs faisceaux qui restent fixes, donc généralement opposés ou en tout cas obliques, et qui vont tirer les uns après les autres. Et aujourd'hui, on a des techniques qu'on appelle de VMAT ou de Rapidar, où en fait les machines vont venir tourner autour du patient et adapter avec en fait des lames qui sont toutes les 5 mm le volume du traitement, ce qui fait qu'on réduit au maximum et on arrive à épargner les organes dits à risque, et principalement dans les cancers du rectum, la vessie. La dernière image, c'est peut-être pour le futur, c'est la protonthérapie. Aujourd'hui, on n'y est pas en France, il y en a 3 sites, en tout cas à Nice, à Paris, sur Orsay et à Caen. Ça nécessite une infrastructure qui est tellement importante avec un cyclotron qui prend des hectares et des hectares. Ça commence à se miniaturiser, donc
on aura peut-être plus d'indications. En tout cas, aujourd'hui, la protonthérapie, c'est vraiment pas d'actualité dans les cancers du rectum, mais ça peut être l'avenir, puisque du coup, on va vraiment arriver, les protons, en fait, c'est vraiment le principe physique de ces atomes lourds, qui vont juste pénétrer à la distance qu'on souhaite et qui, derrière, ne vont pas laisser d'énergie, et donc ils ne vont pas irradier derrière les organes qu'on ne voudrait pas irradier. Donc peut-être ultérieurement. Les fractionnements en radiothérapie, on a beaucoup parlé dans le Prodige 23 des 25 séances de radiothérapie. Donc en fait, on fait 50 grès qui est l'unité et 45 grès sur tout le mésorectum et les aires ganglionnaires associées. Mais il existe aussi un schéma court, dit le schéma suédois, qui est de 5 grès par séance sur une semaine. Donc il y a 5 séances seulement. Et c'est les mêmes volumes qu'on va irradier. Par contre, là, du coup, sur ces 5 jours, on ne met pas de chimiothérapie, donc par capécitabine orale associée. Et la chirurgie, généralement, elle est faite plus précocement à 1 semaine ou à 15 jours. Donc, il y a eu quand même des équivalents, des études, particulièrement l'étude Stockholm 3, qui a montré que c'était équivalent en termes de contrôle local. Donc, après, ça, c'est le fameux schéma classique qui va avoir quand même ses intérêts, qui va être certes plus long, mais qui va permettre d'y associer de la chimiothérapie orale et qui aura du coup son incidence. Et donc, c'est de la capécitabine 800 mg m² matin et soir, uniquement les soirs de radiothérapie. On n'a juste pas précisé, mais je pense que s'il y a d'autres médecins dans la salle, c'est pas mal. On est obligé aujourd'hui, avec le 5FU et donc la capécitabine qui en est un dérivé, de demander un taux d'uracylémie avant de pouvoir donner cette chimiothérapie pour en fait savoir qu'elle soit bien métabolisée. Donc ça peut être intéressant dans les bilans initiaux, si vous voulez les initier, de pouvoir demander ce taux d'uracylémie. Donc si on fait un petit comparatif, schéma court, schéma long, 6 à 8 semaines en revanche pour le schéma long pour faire la chirurgie, avec tout le bilan de réévaluation dont l'IRM qui est primordial, nous après la radiothérapie et avant, ou le schéma court, 1 à 2 semaines. Il y avait du coup, si on compare sur les deux schémas, un taux de récidive locale qui n'était pas augmenté, mais des complications post-opératoires qui étaient diminuées si sur le schéma court, on décalait cette chirurgie à 4 à 8 semaines. Donc ça pouvait être aussi un intérêt. Je vais vous passer celle-ci. Si on fait une petite synthèse sur savoir si on fait 5 séances de 5 grès ou si on fait un schéma long, c'est principalement, il n'y a pas tout qui passe, mais c'est pas grave, sur le profil du patient. On a vu que toutes les tumeurs T3, T4, donc des grosses tumeurs ou N+, vont avoir un intérêt à avoir un traitement intensifié avec le Prodige 23. Donc tout cela, on va avoir tendance à les garder sur un schéma classique pour intensifier avec de la chimiothérapie. En revanche, des personnes âgées qui ont un T2, N0, un T3, N0 à la rigueur, pourraient bénéficier d'un traitement court avec éventuellement une chirurgie éventuellement après, où on va le voir d'un autre schéma qui s'appelle l'essai Rapido et qui a associé 5 séances de radiothérapie, puis de la chimiothérapie pour avoir un contrôle local plus permanent. Et chez des personnes de plus de 80 ans dont on voit de plus en plus, ça peut vraiment avoir un intérêt. Donc sur la chimiothérapie, clairement, on a essayé aussi de mettre de l'oxaliplatine en même temps que de la radiothérapie. Et là, c'est assez toxique. Donc la capécitabine passe très bien et on a peu d'effets secondaires liés à la chimiothérapie, mais avec de l'oxaliplatine, ça passait pas beaucoup. Donc le Prodige 23, je ne vous refais pas les bras que Mustapha vous a très bien expliqué, ni les effets. Je vais vous parler du coup de Rapido, qui du coup avait un bras où il y avait les 5 séances avec 6 cycles de Folfox ou de Capox, si c'était de la capécitabine, et une chirurgie, mais qui était vraiment décalée dans le temps, à 23 ou 24 semaines. Et dans le bras contrôle, il y avait la fameuse radiochimiothérapie classique, donc CAP50, donc avec les 25 séances, la chirurgie à 6-8 semaines et éventuellement une chimiothérapie optionnelle par la suite. Ce que ça a montré quand même, c'est qu'il y avait moins de récidives locales, moins de métastases à distance, qu'en termes de contrôle de la maladie, il y avait des PCR, donc des réponses complètes histologiques lors de la chirurgie, et une survie globale similaire. Donc on se dit, pourquoi faire 25 séances, pourquoi faire le Prodige 23 ? Et bien en fait, on s'est rendu compte que quand les résultats ont été actualisés, on avait beaucoup plus de récidives locales chez ces patients, et avec des facteurs prédictifs de cette récidive locale, qui étaient soit des ganglions initiaux qui étaient un peu douteux au final, a posteriori, des marges de résection circonférentielle qui étaient positives ou des dépôts tumoraux sur les ganglions. En gros, ce schéma, pour moi, il peut être réservé sur des patients âgés, qui vraiment, on se dit, ils ont une espérance de vie qui n'est pas à 6 mois, mais à 5 ans, pourquoi pas, parce qu'on aura quand même des bons contrôles. Sur des patients un peu fragiles, ça peut être un intérêt, et je les limiterai quand même, s'ils le peuvent, au N0 et non pas au N+.
Et donc, si on veut retenir, pour moi, les principaux messages, donc clairement la radiothérapie, vous l'avez compris, à partir du T3, T4 et ou un statut ganglionnaire positif, la nécessité toujours d'en discuter en RCP avec un bon bilan d'extension, et ça, je crois que c'est un des messages, c'est que le staging initial, il est primordial aujourd'hui, qu'il y a vraiment une importance à cette stadification. Qu'en radiothérapie, on peut faire 2 schémas, que le schéma court n'est pas du tout à mettre à la poubelle, que ça peut vraiment avoir un intérêt, et que le schéma long, il va être privilégié pour optimiser la réduction tumorale et favoriser une chirurgie conservatrice. Et donc, pour les médecins qui peuvent être là, ça peut être vraiment un rôle essentiel dans la surveillance pré-traitement, dans le bilan initial et dans la surveillance post-thérapeutique, clinique et biologique. Et ça, je crois qu'on a besoin de ça pour qu'on puisse avoir une bonne prise en charge. Et maintenant, last but not least, on va arriver à la chirurgie. Je vous en prie. Bon, bah moi j'arrive à la fin, donc je crois que tout a quasiment déjà été dit. Juste pour l'aspect un petit peu plus technique de la chirurgie. La chirurgie, ça a longtemps été le gold standard, il fallait toujours, avec initialement donc la radiothérapie suivie de la chirurgie qui a permis de diminuer le risque de récidive locale, et puis maintenant Prodige 23 et l'ajout d'une chimiothérapie en néoadjuvant et le bénéfice sur la survie sans récidive et sans métastase. Toujours ces 2 impératifs sur la chirurgie, qui est un contrôle carcinologique, mais également le résultat fonctionnel, et c'est ça qui va vraiment impacter notre geste opératoire. Au niveau carcinologique, on sait depuis maintenant un moment que c'est vraiment l'exérèse, la qualité d'exérèse du mésorectum qui va être important sur le pronostic et les récidives locales. Avec également les marges distales et circonférentielles, et puis le curage ganglionnaire qui arrive pour le staging. Le respect finalement du mésorectum et de rester dans le bon plan, ça permet également la préservation de l'innervation et les bénéfices fonctionnels, sachant que les lésions au niveau des nerfs vont être responsables de séquelles, surtout de séquelles urinaires et de séquelles sexuelles chez la femme et chez l'homme. Et ces lésions nerveuses, elles peuvent arriver à 2 moments, au moment de la dissection à la face antérieure de l'aorte, et puis au moment de la dissection du mésorectum sur les phases latérales, et puis un petit peu en antérieur. Et donc c'est pour ça que vraiment respecter le plan et voir ces nerfs permet également d'améliorer les résultats fonctionnels. Sur les techniques de reconstruction, on a longtemps dit qu'il fallait faire un réservoir quand on retirait beaucoup de rectum. Et c'est de nouveau un petit peu débattu, et on fait beaucoup d'anastomoses termino-terminales qui finalement sont moins techniques, et on sait que les réservoirs, s'ils ne sont pas faits avec une bonne technique, peuvent entraîner également des résultats fonctionnels défavorables. Ça, c'est très rapide, Mathilde vous en a parlé, c'était pour dire que le geste et la chirurgicale sur les tumeurs du très bas rectum, finalement, va dépendre de l'invasion du sphincter externe qui va nous obliger à faire une amputation abdominopérinéale avec une colostomie définitive. Pour les tumeurs qui touchent le sphincter interne sans toucher le sphincter externe, finalement, une résection intersphinctérienne sera possible, avec un résultat fonctionnel qui peut être un petit peu plus variable. En termes d'impact, c'est une chirurgie qui comporte beaucoup de morbidité, avec dans la littérature 25 à 50% de complications, avec les complications classiques de la chirurgie, la fistule anastomotique, l'ischémie du côlon abaissé, les infections, mais également un impact donc, sur la qualité de vie à long terme, avec le syndrome de résection rectale et le fractionnement. Les iléostomies qui sont faites systématiquement pour les anastomoses basses, enfin quasi systématiquement, avec les complications locales, déshydratation et puis les troubles de l'image corporelle, et puis
les troubles urinaires et sexuels qui peuvent se prolonger sur le long terme. Donc ça, c'était pour vous dire que nous, l'effet bénéfique de l'ajout de la chimiothérapie, ça fait des patients qui, par rapport à la première fois où on les a vus, quand on les revoit pour les opérer, on est maintenant à 6 mois. Donc c'est assez long. Et nous, en plus du bénéfice oncologique, ça peut nous apporter un bénéfice sur la préparation des patients, et notamment avec la préhabilitation, donc corriger l'anémie, et puis jouer sur le côté nutritionnel, exercice physique avec la force musculaire et l'endurance, et puis également on a vraiment le temps de les préparer à la chirurgie pour finalement diminuer également le taux de complications. Donc là, je passe rapidement au prodige 23, mais ce qu'on sait, c'est que sur la chirurgie, nous, quand on les opère, on a l'impression que techniquement, c'est un petit peu plus difficile parce que les plans sont plus fibrosés, plus difficiles à bien voir, et finalement, il n'y a pas de complications, d'augmentation des complications post-opératoires, ni de différence sur la qualité de résection et sur l'exérèse du mésorectum et sur le nombre de résection R0. Sur la préservation d'organes, donc pour essayer finalement de se passer de chirurgie, donc la principale étude, on l'a déjà un petit peu vu, c'est l'étude GRECAR 2, qui était une étude randomisée en intention de traiter, qui a permis d'avoir trois rangs de sélection. D'une part, les petites tumeurs sur le staging initial, les bons répondeurs cliniques après le traitement qui était de la radiochimiothérapie avec une cicatrice de moins de 2 cm, et puis ensuite étaient préservés uniquement ceux qui avaient une bonne réponse histologique à la lecture anapathe de la cicatrice avec les lésions qui étaient en dessous des T2. Donc ça a permis d'avoir 61% de bonnes réponses T0, T1, et donc de patients qui potentiellement pourront éviter une chirurgie. Donc sans différence oncologique, ni en termes de récidive locale, à distance et sur la survie, et sur la question qui était finalement l'envahissement lymphatique, étant donné qu'on ne retirait pas le mésorectum ni les ganglions, on se rend compte que pour les toutes petites lésions T0, T1, le risque d'envahissement ganglionnaire est exceptionnel, et que pour les petites lésions T2, il est aussi finalement assez faible. Donc finalement, la préservation d'organes, elle pourrait plutôt être destinée donc, aux petites lésions. Pour l'instant, également, on l'a proposé aux patients très comorbides, chez qui on n'a vraiment pas envie de faire une chirurgie, les obèses, et puis les tumeurs très basses, chez qui une amputation abdominopérinéale serait nécessaire. Rapidement sur la chirurgie de sauvetage, donc quand on est finalement obligé de les opérer parce que la cicatrice nous l'oblige, on se rend compte qu'elle est tout à fait faisable oncologiquement avec des bons résultats et un taux de R0 qui est acceptable, mais au prix d'une morbidité post-opératoire nettement plus importante et un taux de colostomie définitive avec des amputations qui sont aussi plus importantes. Et ça peut nous faire réfléchir. Et donc en conclusion de tout ça, finalement, sur le cancer du rectum, on se rend compte que c'est en pleine évolution et qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, notamment sur que faire des patients qui, après traitement, sont T2, est-ce qu'on peut les préserver ou est-ce qu'il faut quand même les opérer? Est-ce qu'on peut finalement diminuer le traitement néoadjuvant et aller vers une désescalade, ou est-ce qu'il faut plutôt intensifier le traitement néoadjuvant pour augmenter ce taux de préservation d'organes, sachant que la qualité de vie après résection de la cicatrice, elle reste encore à évaluer, et puis qu'il reste cette question de la morbidité qui est quand même plutôt élevée pour les chirurgies de rattrapage. Et donc en conclusion, sur le traitement du rectum, on n'est pas tellement sur une prise en charge standardisée,
mais plutôt vraiment sur une prise en charge personnalisée avec nécessité de discussions multidisciplinaires chez des gens vraiment sur le même site et avec une vraie discussion entre les différentes spécialités. Merci à vous. Donc, on a pu voir que le Folférinox mettait le feu à la clinique, parce que c'était là l'incendie. Voilà, donc la conclusion de Karen est pour tous. Vous voyez bien ce soir, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'intervenants, et c'est pour montrer qu'en fait, ça change beaucoup, et c'est vraiment utile de discuter avec l'ensemble des interlocuteurs de la prise en charge des patients, de qu'est-ce qu'on va faire de développement.